Merci beaucoup, merci. Donc, bonjour à tous. Merci à chacun d'avoir accepté de se prêter à un exercice aussi particulier que ce colloque, mais qui finalement est en prise directe avec le contexte épidémique qui nous a conduit à modifier finalement jusqu'au titre même, au-delà du format du Covid, puisqu'on avait dit après la Covid-19, malheureusement, nous sommes encore pendant la Covid-19. Des remerciements vraiment très particuliers et très vifs à Franck Drouin, président de CAISA, et à Dorothée Debos, qui vont nous accompagner tout au long de la journée. Sans eux, sans aucun doute, nous n'aurions pas pu faire ce que nous sommes en train de tenter de faire aujourd'hui, dans cette journée. Ce ne sont pas des animateurs, Franck Drouin, Dorothée Debos, mais c'est un cabinet conseil qui est dédié aux acteurs de la santé et de la protection sociale, avec lequel d'ailleurs nous avons engagé un partenariat dans d'autres domaines, et un partenariat qui est ouvert, riche et source de grande satisfaction pour nous, en tous les cas. C'est une journée dont je souhaite souligner juste la cohérence dans ce propos introductif, et qui est une cohérence en lien avec ce qu'est l'Association française de psychiatrie et le syndicat des psychiatres français, c'est-à-dire nous souhaitons nous inscrire dans la modernité, et cette modernité, bien que nos instances aient plus de 50 ans, est représentée par notre croyance dans l'indispensable unité de la psychiatrie. Et nous représentons ainsi l'ensemble des courants de la discipline, des pratiques de la discipline, et tant sur le plan associatif, ce qui n'est pas très difficile, que sur le plan syndical, ce qui peut être parfois beaucoup plus compliqué. François Caméraire, qui est vice-président du syndicat de l'association, Jean-Louis Griguer, qui est secrétaire général et lui est psychiatre hospitalier, François Caméraire est un médecin, un psychiatre libéral, et Emmanuel Corum, les professeurs des universités. Ils vont présider ou modérer des tables rondes tout au long de la journée. Et cette transversalité de nos pratiques s'inscrit totalement dans cette actualité qui aujourd'hui nous invite à chercher d'étroites collaborations entre les projets territoriaux de santé mentale et les communautés professionnelles territoriales de santé. Nous sommes dans un moment très particulier. Votre micro est coupé. Oui, il n'y a pas de son. Pardon, bonjour. Il faut que c'est à moi de prendre la parole, n'est-ce pas? Alors, pas tout à fait, Franck Bellivier. J'ai quelques petits mots à dire et puis peut-être qu'on va laisser Franck Drouin piloter. Je termine juste et je vous introduis puis je vous donne la parole. Non, pardon. Il n'y a pas de problème. Non, mais j'ai été obligé d'enlever mes écouteurs pour aller fermer la porte et donc j'ai raté une de vos phrases. Je vous prie de m'excuser. Il n'y a pas de mal du tout. Voilà. Donc, ce que je souhaitais dire, voilà, c'est que dans ce contexte-là de Ma Santé 2022 et des transformations du système de santé, la psychiatrie ne doit pas faire exception. Elle est concernée et elle peut être aussi pilote et force de propositions innovantes en termes d'organisation. Pour nous, c'est la notion de pratique collaborative qui va porter la cohérence de la journée, car c'est une des issues possibles face à l'explosion des besoins et des demandes de soins qui arrivent vers notre discipline. Donc, Franck Bellivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, va donner le cadre et la perspective des réformes de la psychiatrie, des organisations, en dépit d'une pause rendue nécessaire par le Covid dans le calendrier, vers la réforme des tarifications de la psychiatrie. Michel Lafourcade, sans lui, il n'y aurait pas de PTSM. Sans sa conviction et sa rigueur, c'est ce qui nous permet d'en être là où nous sommes aujourd'hui et de saisir cette occasion d'une modernisation de nos organisations en psychiatrie. Et travailler avec lui fut un moment vraiment d'espoir et d'enthousiasme. La première table ronde va se concentrer sur les parcours de soins et la place des psychologues dans ces parcours, en particulier dans le monde libéral. Quelles sont les pistes pour bâtir des collaborations et sortir de compétitions qui sont en forme de perte de sens et de paradoxe. Le projet structurant de la CNAM sera présenté par Stéphanie Schramm, le rapport de l'IGAS par son auteur Julia Emanueli qui propose un état des lieux indispensable si on a l'ambition de travailler sur les parcours, et enfin Viviane Covès va par son propos ouvrir aussi vers le Ségur de la santé et va apporter sa pierre au débat sur la question du remboursement d'actes de psychologue. La deuxième table ronde sera centrée plus particulièrement sur les coopérations entre psychiatrie et médecine générale. Longtemps, ou un temps, en tous les cas, la psychiatrie a voulu échapper à cet axe collaboratif comme point de départ de toute demande de soins médicaux.
Aujourd'hui, cette collaboration paraît être comme le ballon d'oxygène de notre discipline. 3 expérimentations de maturité et d'ambition différentes vont être présentées et seront peut-être parmi les modèles de demain. Les intérêts en début d'après-midi vont se déplacer sur les troubles mentaux sévères et persistants. Radouane Ouaoui, Christian Muller étant indisponible, va venir nous parler pour les CME de l'hospitalisation psychiatrique et fera le point sur la situation de l'hôpital public. On a volontairement fait l'impasse sur l'hospitalisation privée. Nicolas Franck nous permettra de faire un point éclairé sur la situation de la réhabilitation psychosociale en France et aussi dans un territoire pilote. Et Denis Leguet traitera de la démocratie sanitaire avec sa double compétence de psychiatre et aujourd'hui de représentant de Santé Mentale France. Bruno Falissard ira contre les idées reçues en pédopsychiatrie pour tenter de nous sortir de l'impasse. Et enfin, la table ronde de la fin d'après-midi sera là pour tenter de donner toute sa place aux médecins libéraux dans les organisations sanitaires populationnelles pour la psychiatrie. L'érudition de Jean-François Alider va nous permettre de faire un point en synthèse de cette journée avec le point de vue de l'Académie de médecine et Franck Bellivier, qui va introduire à l'instant notre colloque, aura la lourde charge de proposer un propos conclusif. Je vous remercie. Monsieur le Président, cher Maurice Bensoussan, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation et je suis vraiment très heureux d'être avec vous toute la journée sur ce sujet si important que sont les organisations territoriales. Pour introduire la journée, je vais vous proposer, c'est ma diapositive suivante, si elle veut bien passer, un rapide état des lieux des projets territoriaux de santé mentale, même si aujourd'hui, j'aurai l'occasion de dire que nous n'avons pas encore cette synthèse, puisque les projets territoriaux de santé mentale seront rendus à la fin du mois et il nous faudra après faire un travail de synthèse de ces projets. Je présenterai ensuite les prochaines étapes après le rendu et la contractualisation des PTSM. Une perspective sur les étapes suivantes de l'intégration territoriale au-delà des PTSM au service des parcours de soins. Et puis, je vous ai préparé une diapositive pour faire un peu la synthèse de ce qui s'est passé pendant cette crise du SARS-CoV-2 et comment cela a modulé à la fois l'avancement des travaux de la feuille de route santé mentale et à la fois bousculé les logiques partenariales avec donc un bilan qui est assez contrasté. Donc, ravi d'être avec vous. Je serai là toute la journée pour pouvoir faire effectivement cette synthèse conclusive, à l'exception du début d'après-midi où j'ai une courte prise de parole devant le Collège national des universitaires de psychiatrie, mais je reviendrai avec vous et je serai là toute la journée. Donc voilà, saluer d'abord donc l'organisation de ce colloque, la richesse du programme et dire combien le sujet que vous avez choisi est d'actualité puisque nous sommes au moment de l'histoire où convergent les projets territoriaux de santé mentale après 2 grosses années de travail. Et je vais revenir sur la manière dont ces travaux ont été conduits, que j'ai pu appréhender à la fois à travers les projets que j'ai eu à connaître, mais aussi à l'occasion de mon tour de France ou lors du séminaire que nous organisions en lien avec les ARS, eh bien une attention particulière et un échange avec les représentants des différents secteurs de chaque territoire sur les PTSM a été considérablement instructif pour moi. Alors, les projets territoriaux, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps sur les notions cardinales puisque Monsieur Laforcade va en parler après moi, mais c'est l'outil qui est conçu, c'est un outil qui est conçu comme un outil d'intégration à l'échelle du territoire,
de l'ensemble des ressources pour améliorer l'adéquation besoins et offres. Ce sont des projets qui sont construits avec l'ensemble des acteurs impliqués, sanitaires, médico-sociaux, sociaux, les conseils départementaux, l'éducation nationale, la justice, mais à géométrie variable, d'autres acteurs ont pu participer. Je reviendrai sur la participation de la médecine libérale et de la psychiatrie libérale. Ce qui est très important, c'est que cet outil était mis à la main des acteurs qui, d'une certaine manière, devaient à la fois faire le diagnostic de leur territoire, et ils sont quand même mieux placés que quiconque pour faire l'état des lieux des besoins dans leur territoire. Le territoire qui a été le plus souvent choisi, c'est le département. Et je crois que c'est ça qui a fait toute l'intérêt et le succès, je pense, de cette démarche des diagnostics territoriaux, puis de l'élaboration de projets. C'est une démarche qui se veut résolument pragmatique, réaliste, avec comme évidemment point de doctrine très important la mise au point de parcours pluridisciplinaires embarquant l'ensemble des acteurs nécessaires pour une situation individuelle. Nous avons donc à finaliser la synthèse de ces 103 PTSM qui doivent être remis au 28 décembre, suivront l'étape de contractualisation. Cette étape de contractualisation visera à rechercher l'engagement des conseils départementaux, des représentants de la médecine libérale, avec une attention particulière sur un sujet qui est très important au moment où l'on met en place des réformes. C'est la question de savoir dans quelle mesure ces réformes sont en capacité d'atteindre les publics les plus difficiles à atteindre, et je pense en particulier aux publics précaires. Alors, un bilan préliminaire des PTSM très rapidement. Dans l'ensemble, c'est une grande réussite pour ce que j'ai pu constater, une forte implication des acteurs, clairement, résolument engagés dans une démarche collective, que ce soit pour l'étape diagnostique ou pour la conception des projets. La logique partenariale s'est bien exprimée, avec une large participation des personnes concernées et des familles. Et ce que l'on peut dire, même si l'échéance de remise des PTSM a été bousculée par la crise sanitaire, on peut dire quand même que pour la synthèse dont je dispose à ce jour, les délais seront tenus dans une très, très grande majorité de départements. Cependant, on a d'ores et déjà identifié des marges de progrès, mais c'est intéressant parce que ça nous aide à programmer la suite. Nous avons encore un état des lieux préliminaire, comme je l'ai dit, donc ces marges de progrès, elles devront être affinées grâce à l'état des lieux que l'on pourra faire de ces projets territoriaux en début d'année 2021. Donc, la mobilisation de l'ensemble des acteurs attendus dans la construction de ces parcours a été globalement aboutie dans nombre de départements, mais certainement pas dans l'ensemble. Et il y a encore des étapes supplémentaires d'intégration dans certains territoires. Alors la photographie est évidemment très hétérogène. À certains endroits, par exemple, l'articulation avec la dictologie a été très bien traitée. À d'autres, cela nécessite encore du travail avec la justice, l'éducation nationale. L'articulation avec le médico-social est globalement très présente dans l'ensemble des PTSM, mais cela pourra toujours être encore renforcé. Les articulations avec les acteurs du logement et du travail, là encore, sont abouties dans certains départements et doivent encore être travaillées dans d'autres. Nous avons comme remontée également eu que l'association des personnes concernées et des familles a été très importante dans certains départements et finalement, pour des raisons de disponibilité ou d'opportunité, finalement moins bien réalisée dans d'autres. Et donc là encore, je pense qu'au sujet des marges de progrès, il faut poursuivre cette dynamique d'implication des personnes concernées et des familles. Et on y verra certainement une étape importante dans la mise au point du cadre de la pérédance, qui va faciliter cette implication, évidemment.
L'articulation avec les autres dispositifs de coordination, et je pense en particulier les acteurs du monde libéral, a été très bien réalisée, arrivée à parfaite maturité à certains endroits et pas à d'autres. Donc là encore, il y aura certainement dans certains départements une étape supplémentaire d'intégration et d'articulation fonctionnelle. Une attention sur les publics les plus difficiles à atteindre a été au cœur des travaux de certains PTSM et plutôt négligée dans d'autres. Donc là encore, une photographie hétérogène. Il nous faudra aller plus loin dans les délégations de tâches. La démarche des IPA est débutante. Aujourd'hui, ça n'a pas d'effet encore très significatif en termes de ressources humaines disponibles. Je reviendrai sur la démarche qui vise à définir un cadre d'intégration dans les parcours de soins des psychologues, qui est un chantier qui avance bien, mais également la synthèse sur les PTSM sera peut-être l'occasion de promouvoir les dynamiques de protocoles de coopération avec les infirmiers. Mais comme l'a dit Maurice Bensoussan en introduction, c'est bien la logique de coopération pluriprofessionnelle qui va permettre de réajuster l'adéquation besoin-offre. Dans les perspectives de progrès, il y a également, donc je l'ai dit tout à l'heure, le développement de la pérédance et certainement que cette intégration territoriale doit favoriser une dynamique de communauté de pratique. Un point important au moment où se déploie la feuille de route et où il y a cette intégration des différents acteurs nécessaires à la prise en charge et au parcours des patients porteurs d'une pathologie psychiatrique ou d'un handicap psychique, un point d'attention sur la fertilisation de cette démarche par les politiques de prévention, pour insister sur le fait que ces politiques de prévention doivent s'exercer tout au long du parcours, c'est extrêmement important. S'agissant de la médecine générale et de la psychiatrie libérale, je voulais insister, et c'est pour ça que j'ai préparé cette diapositive, sur l'importance des enjeux. Le bilan, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous le faire, puisqu'encore une fois, nous n'avons eu accès qu'à une partie des projets territoriaux de santé mentale, mais ce bilan va être extrêmement important, justement pour définir les priorités des prochaines étapes. Juste quelques éléments d'enquête préliminaire qui m'ont été fournis par la DGOS et qui sont illustratifs de ce bilan contrasté. Dans l'enquête PTSM que nous avons réalisée en septembre 2020, c'est pas 2019, certaines ARS ont souligné la difficulté qui a été rencontrée pour mobiliser les représentants de la médecine libérale dans certains départements. Cependant, quand on fait une recherche à l'aide de mots-clés, alors c'est évidemment très, très macro comme approche, mais quand vous rentrez dans un moteur de recherche URPS, CPTS, libéral, généraliste, médecin traitant, dans les PTSM qui ont été arrêtés par les directeurs généraux d'ARS, eh bien, à deux exceptions près, les CPTS, pour citer cet exemple, sont cités dans les PTSM qui ont été arrêtés et transmis à ce jour. Évidemment que quand on rentre dans le détail de ces projets territoriaux, eh bien, le niveau d'implication des CPTS est évidemment variable. Quelques belles réussites. Je prends juste un exemple en région Bourgogne-Franche-Comté, par exemple. Les URPS sont signataires des contrats territoriaux de santé mentale dans trois d'entre eux sur 7. Nous avons un certain nombre de PTSM qui sont pilotés par la médecine générale, par des représentants de la médecine générale. Donc ça, c'est une démarche vraiment très intéressante. Les exemples que j'ai en tête, c'est la Normandie et l'Île-de-France. Et puis enfin, on a un exemple de belle réussite en la personne de Maurice Bensoussan qui a piloté le PTSM du 31. Mais bon, tout ça, c'est une photographie très, très partielle, évidemment, puisque cette synthèse nationale des PTSM, qui est prévue pour 2021, prévoit d'être extrêmement instructive pour la programmation des prochaines étapes. Alors, PTSM et après, donc, vont suivre les phases de contractualisation dont on espère qu'elles matérialiseront
l'implication des acteurs dans les actions très concrètes qui sont décrites et qui font l'objet de cette contractualisation. Nous souhaitons poursuivre la logique de soutien financier des projets qui seront issus des projets territoriaux de santé mentale. Il y a là une logique de démarche dans la structuration de ces projets. Mais ce travail d'intégration qui a été réalisé par cette première génération de PTSM doit se poursuivre. Autrement dit, j'ai l'habitude de dire que les projets territoriaux de santé mentale sont un objet vivant qui a vocation à évoluer, à poursuivre ce travail d'intégration, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas eu trop de mal à défendre le financement des coordonnateurs de PTSM. Ceux qui ont signé notre convention, en fait. Alors, il y a des micros ouverts. Ok. La crise Covid, juste quelques informations sur finalement la synthèse de ce qui s'est passé pendant la crise Covid et à la fois les nouvelles priorités qui sont apparues. Il y a, alors ça ne représente pas une photographie exhaustive de ce qui s'est passé pendant la crise Covid, mais enfin on a eu quand même une bonne illustration de ce qui s'est passé dans les territoires et en particulier dans les filières de santé mentale et de psychiatrie au moment du confinement, du déconfinement, de l'entre-deux vagues et de la deuxième vague n'a pas fait l'objet de ce recensement. Mais nous avons réalisé donc une enquête, il y en a eu d'autres d'ailleurs, l'ensemble des enquêtes que j'ai eu à connaître convergent vers cet état des lieux qui est la crise Covid a ralenti considérablement un certain nombre de chantiers, mais en a accéléré d'autres. Et ce document de retour d'expérience sur ce qui s'est passé dans un peu plus de 150 établissements en France indique à la fois, fait l'état des lieux, à la fois des difficultés qui ont été rencontrées et à la fois l'immense mobilisation qu'il faut saluer une nouvelle fois des équipes sanitaires et médico-sociales dans la gestion de cette crise. Donc, c'est un secteur qui, globalement, a su faire face dans des conditions tout à fait inédites et dans un calendrier extrêmement contraint, réorganiser son offre de soins pour tenir compte des exigences liées à la gestion de la crise, de l'épidémie. Et d'ailleurs, ceci a été reconnu au moment des travaux du Ségur, puisqu'un certain nombre de mesures ont été retenues au Ségur de la santé qui concernent spécifiquement le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Je vais les lister rapidement. Donc, un renforcement de l'offre en psychologue de première ligne dans les centres médico-psychologiques avec une priorité qui sera donnée au centre, à l'offre de soins enfants-adolescents. Mais les centres de consultation adultes seront également concernés. 10 postes sont réservés pour les centres psychotrauma qui ont joué un grand rôle dans ce contexte de crise épidémique. Un renforcement des cellules d'urgence médico-psychologique également, avec 2 équivalents temps plein, un d'infirmier et un de psychologue dans 41 cellules d'urgence médico-psychologique. La création du numéro national de prévention du suicide qui était une mesure très attendue. Une marche supplémentaire franchie pour l'installation de 200 équivalents temps plein de psychologues en binôme avec les médecins généralistes dans des maisons de santé pluriprofessionnelles, démarche à laquelle nous travaillons activement avec un atterrissage prévu en mars 2021. Et parallèlement, le lancement du dispositif de première ligne médecin généraliste psychologue sans reste à charge pour les patients, qui donc la généralisation de cette mesure à laquelle nous travaillons en parallèle. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, le recrutement de 103 coordonnateurs de PTSM afin de poursuivre cette dynamique d'animation et d'intégration des différents acteurs à l'échelle de chaque territoire. Également, des mesures au Ségur ont été portées par la délégation interministérielle à la lutte contre la pauvreté en direction des plus vulnérables, renforcement des permanences d'accès aux soins, des ELSA pour l'offre en addictologie et des équipes mobiles psychiatrie précarité. Donc, bien sûr, le déploiement de
l'état d'avancement des chantiers de la feuille de route santé mentale et psychiatrie a été bousculé par la crise Covid, mais comme vous le voyez, avec finalement aussi un effet d'accélérateur sur certains de ces chantiers. Donc, juste pour rappeler où on en est, plus largement dans l'avancement de la feuille de route, on pressent que les priorités pour l'année qui vient vont être les suivantes. Donc, des mesures qui visent à prendre en compte et intégrer l'impact psychologique du Covid sur la population, comme l'a indiqué le président de la République. Poursuivre le déploiement de la stratégie de prévention du suicide, qui est un chantier porté nationalement, qui avance bien et qui finalement a encore des étapes de déploiement à prévoir en 2021. Accélérer l'intégration des psychologues dans les parcours de soins. Nous avons un élément supplémentaire dans l'actualité qui est préparer l'entrée en vigueur du nouveau dispositif d'encadrement des pratiques d'isolement et de contention, sous réserve que le retour prévu par le Conseil constitutionnel en fin décembre soit favorable, en tout cas confirme les termes du texte qui a été proposé. Il nous faut instruire les prochaines étapes du Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie et du Fonds de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, avec une campagne qui, cette année encore, a été très réussie. Donc, 2 appels à projets dotés chacun d'entre eux de 20 millions d'euros, avec un grand succès rencontré et un nombre important de projets qui ont été soumis, alors même que le calendrier et le contexte étaient, on peut le dire, épouvantables. La revue des dossiers indique encore cette année des dossiers de grande qualité et l'exercice, une fois de plus, a consisté à ne pas retenir des très bons projets tellement la compétition a été rude. Donc, une excellente dynamique dans cette logique de déploiement d'innovation. Poursuivre la dynamique des PTSM, je ne reviens pas là-dessus, pour dire que l'histoire ne s'arrête pas avec la contractualisation de cette étape-là des projets territoriaux de santé mentale. C'est une démarche qui doit se poursuivre dans le temps pour poursuivre cette logique d'intégration. Nous avons à l'agenda de 2021 3 grandes réformes, l'une dont je viens de parler, qui est la réforme des organisations territoriales, mais aussi la réforme des autorisations et la réforme du financement, qui ne sont pas conçues comme des réformes en soi. Le but, ce n'est pas comment dirais-je, une finalité en soi, c'est un levier pour au service de ces réorganisations territoriales, et c'est ça qui en fait tout l'enjeu. Et puis enfin, le relais pris par la réforme du mode de financement sur cette dynamique d'appel à projet. Donc on doit poursuivre cette logique-là car elle rencontre un grand succès, mais il nous faut aussi faire une évaluation très minutieuse de l'état d'avancement des projets qui ont été financés dans les précédentes campagnes. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je me réjouis encore une fois du très riche programme qui a été prévu à l'agenda de cette journée. Et donc, je me mets maintenant dans un rythme très scolaire de prise de notes pour faire la synthèse des différentes interventions en fin de journée. Je vous remercie de votre attention. Merci, bonjour à vous tous. D'abord, un remerciement tout à fait particulier à Maurice Bensoussan de m'avoir invité. J'ai toujours beaucoup de plaisir à parler de santé mentale et encore plus à entendre parler de santé mentale. Et puis, merci à vous de votre soutien pendant toute cette période préalable au décret sur le PTSM. Heureusement que vous étiez là pour pousser et tirer dans le bon sens. Alors, je voudrais simplement vous faire une présentation en 2 temps. Quel était le constat avant qu'on ne soit plusieurs à réfléchir à la nécessité d'un texte de promotion du PTSM? Quel était le constat? Et puis, deuxièmement,
qu'est-ce qui nous est apparu important dans le contenu de ce PTSM pour que ce soit un texte utile et un texte qui apporte des solutions qui n'existaient pas en direction des patients, des usagers et des citoyens concernés. Alors, le constat d'abord, et premier élément de constat, quand on réfléchissait il y a 4 ans, 3 ans, 4 ans, à l'état de la santé mentale, on était d'abord complètement bluffé par une extraordinaire floraison d'expériences absolument remarquables sur tout le territoire, mais qui malheureusement restaient peu connues. On avait le sentiment que si on avait eu la capacité magique d'additionner la totalité de ces actions, de ces pratiques absolument remarquables et de le généraliser sur le territoire, eh bien, nous aurions eu, sans aucun doute, le meilleur système de santé mentale au monde. Mais précisément, ces expériences ne faisaient pas système et il n'y avait aucun moyen, en tout cas aucun moyen n'avait encore été trouvé pour aller vers une forme d'homogénéité sur le territoire et donc on observait de grandes inégalités territoriales. Le deuxième point, c'est un truisme, mais rappelons-le, s'il fallait énoncer quelques principales difficultés, la première, on la trouverait dans les ruptures de parcours. Certes, on le sait tous, il s'agit de soigner, mais il s'agit aussi de prendre soin, et de prendre soin tout au long d'un parcours. Ce dont on se rend compte, et on se rendait compte à ce moment-là plus particulièrement, c'est qu'il fallait bien mesurer toutes les conséquences sociales de la maladie. Tout ce qui est restriction à la citoyenneté, tout ce qui est perte de qualité de vie, et parfois même une immense solitude. Tous ces éléments pesant très fort, peut-être autant parfois que l'impact des symptômes eux-mêmes. C'est donc du côté d'une dimension sociale de l'accompagnement défaillante qu'on pouvait trouver des solutions. Accompagnement social dans l'école, accompagnement social dans le logement, accompagnement social dans le travail, accompagnement social dans le sport et dans la culture. Notre défaillance, pour le dire pudiquement, un univers qui n'avait pas toujours été très compliant à l'évaluation, à la culture de la preuve, mais Dieu sait que les choses se sont améliorées ces dernières années et il n'y a aucune raison que l'on s'arrête en si bon chemin. La question de la prévention, c'est dans tous les rapports, ça a été encore évoqué il y a quelques minutes, la question de la prévention qui, bien évidemment, primaire, secondaire, tertiaire, devrait être présente tout au long des parcours de vie. Et puis, enfin, un développement inégal de l'ambulatoire. On ne peut pas dire que le secteur, ou plus globalement l'ambulatoire, était le centre de gravité dans toutes les parties du territoire. Alors, pourquoi ce PTSM et quelles sont les propositions de contenu qui ont été faites à l'époque et qui ont été très largement reprises dans le texte de juillet 2017. Il nous semblait très important de promouvoir un texte qui lui-même allait promouvoir une forme de panier de services disponibles sur l'ensemble du territoire. S'il ne fallait retenir qu'un objectif du PTSM, je crois que ce serait celui-là. Comment faire en sorte, de manière très concrète à hauteur d'homme, que chaque citoyen ou chaque patient concerné puisse trouver une offre de service
le plus homogène possible à sa disposition. Il faut que chacun puisse arriver à retrouver les activités de soins. Cela va sans dire, encore que elles sont elles aussi inégalement réparties sur les territoires, mais il fallait que chacun puisse retrouver des activités de réhabilitation, lui permettant en particulier d'agir sur les conséquences sociales, et j'ai presque envie de dire citoyennes, de sa maladie. Pourquoi ne pas multiplier les actions du type logement d'abord, qui ont fait leurs preuves dans les quelques endroits où elles ont été expérimentées? Il fallait que chacun puisse trouver un soutien social à l'endroit où il se trouvait, à l'école, à l'université, en tant que salarié ouvrier d'un ESAT ou en tant qu'ouvrier travaillant dans le milieu ordinaire. Il fallait que chacun puisse trouver des actions de soutien aux aidants et aux parents. Il fallait que chacun puisse arriver à trouver des lieux de soins adaptés pour tous les soins somatiques. Il fallait que chacun puisse trouver de la télémédecine à proximité, quand c'était utile, quand il en avait besoin. Il fallait que l'ensemble d'un territoire se lance dans une dynamique d'aller vers cette population en difficulté. Aller vers et ne pas, ici ou là, se consacrer presque exclusivement au sacro-saint principe de la libre adhésion, qui reste une valeur sûre, mais qui ne doit pas être univoque. Il fallait que chacun puisse trouver des GEM, ces groupements d'entraide mutuelle, qui font florès désormais presque partout sur le territoire, mais pas encore partout, et qui ont remarquablement fait leurs preuves, notamment en termes de lien social. Il fallait que chacun, ça vient d'être dit par Franck Bellivier, il fallait que chacun puisse trouver cet apport des médiateurs pairs, que les familles puissent trouver des soutiens du type pro-famille. Il fallait qu'on trouve des endroits où les cas complexes, ou les cas les plus complexes, puissent être accompagnés avec une acuité un peu particulière. Il fallait enfin que les PTSM témoignent véritablement d'une dynamique de terrain, d'une action pluridisciplinaire, pluriacteur sur des territoires clairement identifiés. Dynamique de proximité qui ne doit pas nous faire oublier le vieux débat entre proximité et homogénéité relative, entre proximité et traitement égalitaire sur l'ensemble du territoire. Faire confiance aux sans-fleurs de la proximité, ça reste toujours une valeur intéressante, mais on voit bien qu'une fois que tout ceci est remonté, se pose quand même, et Franck Bellivier l'a dit, la question d'une forme d'homogénéité. Il y a des territoires où les choses semblent acquises presque à 100%, des territoires où ce n'est pas le cas. Donc, un vieil élément de complexité de l'action publique, faire confiance à la proximité, certes, mais sans sacrifier une forme d'égalité de traitement sur tout le territoire. Et puis, il fallait bien que le centre de gravité soit clairement identifié comme étant l'extra-hospitalier. Là aussi, nous avions des avancées remarquables dans bien des territoires, d'autres territoires qui, depuis 1960, auraient eu le temps quand même de s'adapter et ne l'avaient pas fait en totalité. Un seul mot de conclusion pour ce qui me concerne, pour vous dire à quel point il me semble maintenant que la priorité des priorités, comme toujours en action publique, une fois que l'élaboration a été faite, une fois que des documents porteurs d'un engagement ont été réalisés, une fois que la dynamique territoriale a été formalisée, eh bien, il est indispensable de s'assurer du suivi.
ce début de retraite, c'est pour moi le temps des analyses, hein, le temps des bilans. Et je pense que nous appartenons, quand on est fonctionnaire, à une des plus belles administrations qui puissent exister sur le plan de la conception, de l'élaboration des politiques. Par contre, nous avons une petite faiblesse que les anglo-saxons sont capables de nous mettre en avant et pour lesquels ils trouvent souvent des solutions, c'est que nous sommes beaucoup moins bons en matière de suivi des politiques menées. Comme si d'une certaine façon, nous restions en extase devant la qualité des documents produits, devant la qualité des politiques élaborées, mais une grande partie se joue sur la mise en œuvre de ces politiques et la capacité à demander à chaque acteur de rendre compte de ses engagements. Donc, un grand merci à Franck Bellivier d'avoir pensé à ces 103 coordonnateurs de PTSM. Le moins qu'on puisse dire, c'est que toutes les politiques un peu fondamentales ne sont pas toujours aussi bien suivies d'engagement quant à leur mise en œuvre. Merci, M. Michel Lafourcade. Alors, je rappelle à nos participants qui peuvent poser des questions, lever la main et je leur donnerai la parole et la vision. Peut-être, docteur Maurice Bensoussan, quelques commentaires sur cette première intervention de Franck Bellivier et de Michel Lafourcade? Pas beaucoup de commentaires et on va laisser chacun s'exprimer, mais vraiment des remerciements et des félicitations à Michel Lafourcade pour cette présentation, sa hauteur de vue et cette dimension visionnaire, en tous les cas, qui est essentielle et qui va porter et qui va tirer sur des aspects organisationnels que Franck Bellivier a parfaitement, dont il a tout à fait tracé les contours, les enjeux, la difficulté et ce souci nécessaire d'une égalité d'accès aux soins et d'une organisation qui soit plus homogène, reproductible et qui fasse la preuve de son efficience également. Mais alors on va laisser peut-être, s'il y a des questions, les débats s'engager, voir si on peut, à partir de ces deux premières interventions très structurantes, prendre quelques questions, si nous arrivons à gérer ça. Alors, nous pouvons gérer. Par contre, il n'y a pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas. Bon, c'est l'échauffement, je vais dire. Peut-être, moi, j'en ai une, monsieur le professeur Bellivier. Vous disiez tout à l'heure qu'elles sont dans les marges de progrès, qu'il y avait des populations qu'il fallait atteindre et qui étaient difficiles à atteindre. Est-ce que vous pouvez préciser cette idée-là de quelle population parle-t-on et y a-t-il des territoires plus spécifiquement concernés par ces difficultés d'atteinte? Écoutez, les publics difficiles à atteindre, finalement, l'enjeu il est contenu dans le libellé. C'est important quand on réorganise un système au niveau territorial, dans sa logique financière et dans cette logique partenariale que l'on appelle de nos voeux, veiller à ce que ces publics qui sont connus pour être difficiles à atteindre soient mieux pris en compte dans le déploiement de ces réformes. Les publics auxquels je fais allusion, c'est les publics précaires à la rue, par exemple, les publics de l'ASE, les personnes placées sous main de justice, où là, il y a un niveau d'intégration encore plus important à réaliser. En fait, on se base un peu sur finalement le constat de départ qui est de la difficulté à faire travailler des acteurs de secteurs différents ensemble. Et s'il y a des choses qui paraissent très accessibles, par exemple dans l'articulation entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social, à certains endroits, c'est beaucoup plus difficile, par exemple, de structurer une collaboration entre des structures médico-sociales et l'éducation nationale, embarquant en partie le secteur sanitaire, les logiques de coopération avec la justice pour notamment la PJJ, par exemple, à certains endroits. Ce sont des logiques d'acteurs qui sont très faciles à certains endroits et au contraire très difficiles parce que
pas inscrit historiquement dans les doctrines de travail collaboratif. Voilà, c'est cette logique de coopération, elle rencontre des facteurs facilitateurs, mais aussi des difficultés qu'il faut bien avoir en tête pour les travailler spécifiquement et qui conduisent d'ailleurs, lorsqu'elles sont bien traitées, à des innovations tout à fait importantes. Mais la logique générale, c'est quand même de veiller à ce que ceux qui en ont le plus besoin puissent en bénéficier. Excusez-moi, c'est un peu un truisme, mais qui ne va pas du tout de soi lorsque l'on fait l'état des lieux des besoins, que l'on met en face des projets qui visent à mieux couvrir ces besoins, ce qui a été la démarche des PTSM. Et on comprend bien d'ailleurs que les acteurs de terrain ne se soient pas départis de ces difficultés du premier coup, et donc ça va nécessiter des étapes supplémentaires de travail. On ne vous entend pas, Monsieur Drouin. Oui, j'ai activé monsieur. Alors JPO, je suis désolé, vous êtes inscrit en tant que JPO, donc vous pouvez parler, on vous voit, nous vous voyons actuellement, monsieur. Pardon, JPO, voilà. C'est Jean-Pierre Ollier, pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie, monsieur Jean-Pierre. Nous avions compris, les psychiatres avaient repéré qui pouvait être JPO. Voilà, docteur. Merci tout d'abord aux organisateurs pour cette journée et merci. J'ai une question qui concerne les financements. J'aimerais savoir comment M. Laforcade, à partir de son expérience d'ARS, comment il voit souhaitable l'évolution des financements qui sont alloués à la psychiatrie. On sait tous que jusqu'ici, en tout cas, moi j'ai le sentiment qu'ont été privilégiés des financements que j'appelle sécuritaires, pour les UMD, pour les UHSA, etc. On a vu le projet de loi financement sécurité sociale qui a été reporté d'un an. À mon avis, c'est heureux parce que je ne le trouvais pas satisfaisant tel qu'il était envisagé et j'espère qu'il va pouvoir évoluer. Mais j'aimerais connaître la contribution de M. Laforcade sur ce point. M. Laforcade. Oui, alors, question difficile. Je voulais quand même simplement vous dire qu'il y a 2 ou 3 points qui sont accessibles sans même aucun changement en matière de tarification. Le premier de ces points, c'est qu'il me semble opportun que tout ARS sanctuarise les crédits de la psychiatrie. C'est déjà un premier point. Ce n'est pas suffisamment peut-être nouveau, ce n'est pas suffisamment engagé, mais c'est un premier engagement parce que ayons bien en tête que dans le secteur sanitaire et médico-social, d'autres regardent quand même les crédits de la psychiatrie avec une certaine concupiscence en se disant, ma foi, si on pouvait fermer quelques lits supplémentaires et continuer à récupérer de l'argent, ce ne serait pas mal. Donc déjà, je crois qu'il faut les sanctuariser. Ça donne déjà une crédibilité à toute demande de transformation de l'offre en psychiatrie. Sur le registre, on vous demande, et on va vous aider pour ce faire, de transformer l'offre, mais non pas pour récupérer de l'argent, pour simplement faire des redéploiements. Par exemple, entre l'intramuros et l'extramuros. C'est le premier point. Le deuxième point, j'ai bien écouté ce qu'a dit Franck Bellivier tout à l'heure. Il n'est pas exclu, c'est peut-être même l'inverse qui est certain. Il n'est pas exclu qu'il y aura qu'il y ait des crédits supplémentaires pour accompagner cette mise en œuvre des PTSM. C'est un élément important, ça aussi. Ce n'est pas si fréquent que ça. Donc, une politique élaborée, les acteurs ont joué le jeu et le suivi si important, et puis quand même, ces marges de manœuvre supplémentaires. Et puis, le dernier point qui n'engage que moi, mais quand on est jeune retraité, on redevient citoyen, sur les questions de la tarification, je crois qu'il n'y a pas de tarification miracle. L'important, c'est de savoir quel est l'argent qu'on veut mettre dans un secteur.
Et après, on trouve effectivement des modalités de tarification. Mais politiquement, le plus important, c'est de décider globalement de l'enveloppe. Et s'il y avait ici ou là quelques velléités de tarification à la T2A, j'engagerais simplement ceux qui auraient ça en tête à bien regarder le débat à l'heure actuelle autour de la T2A dans les hôpitaux, qui nous amène à comprendre que ce n'est pas la pierre philosophale, hein, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la tarification, et qu'en particulier, elle laisse un angle mort sur des dynamiques de prendre soin qui ne sont pas valorisées au titre de la T2A et qui sont si importantes en psychiatrie. Mais je répète que je dis cela en tant que simple citoyen. Merci, Monsieur Lafourcade. Alors, JPO, Monsieur Ollier, donc ne m'en voulez pas, ainsi que les autres participants. On vous donne la visio, puis après je vous coupe la visio. Hein, ce n'est pas une mesure coercitive, mais c'est pour la bienséance d'être tenue. Alors, des débats, pardon. Il y a, voilà, donc voici. Il y a une question d'un spectateur anonyme. Alors, à l'attention de Franck Bellivier. Qu'est-ce qui est envisagé pour les IPA, donc infirmiers en pratiques avancées? Nous avons eu des éclairages sur le rôle des psychologues, et il y en aura d'autres d'ailleurs hein, dans la prochaine table ronde, mais on manque de visibilité sur ce qui est pensé comme rôle pour les IPA. Merci. Voilà. Monsieur Alors, Bélier. Oui, je vais faire une réponse qui, j'espère, ne sera pas perçue par la personne qui a posé la question comme trop filandreuse. Mais le référentiel activité-compétences qui est très complet, qui a été publié et qui décrit justement le référentiel, le domaine d'activité et de compétences qui est prévu pour les IPA, donne une large souplesse aux équipes qui souhaiteront se doter d'infirmiers de pratique avancée pour les installer sur des activités spécifiques. Autrement dit, ce référentiel activité-compétences me paraît suffisamment large pour qu'il trouve une déclinaison au niveau des attentes des équipes qui vont les recruter. Donc, je vous renvoie à ce référentiel très riche et qui finalement laisse beaucoup de souplesse aux acteurs de terrain pour mobiliser et utiliser ces nouvelles compétences au service des parcours. Je dois dire que ce référentiel activité-compétences n'est pas figé. Nous avons reçu récemment des propositions pour l'enrichir encore, notamment dans le champ de l'addictologie. Nous devons travailler sur l'évolution de ce référentiel activité-compétences. Donc là encore, c'est un objet vivant. Le sujet pour nous sur les IPA aujourd'hui, c'est d'augmenter le pipeline de formation, c'est-à-dire qu'un nombre toujours croissant d'universités se positionne pour offrir des formations sur l'ensemble du territoire. C'est aujourd'hui ça l'enjeu, afin d'avoir donc une masse critique beaucoup plus importante qu'elle n'est aujourd'hui sur les IPA. Je voulais faire un commentaire complémentaire à la question précédente, à Jean-Pierre Ollier, sur le fait que cette réforme du mode de financement de la psychiatrie s'imposait à nous. Ce modèle figé de la dotation annuelle de fonctionnement était un modèle un peu anesthésiant qui finalement reconduisait la dotation peu ou prou identique année après année. Il n'y avait pas d'incitation réellement au changement et aux réorganisations dans ce modèle. Ce modèle a aussi creusé des inégalités territoriales année après année qu'il fallait traiter. Ce dialogue de gestion qui s'impose avec la mise en place de cette réforme, dialogue de gestion entre le ministère et les ARS d'une part, et entre les ARS et les établissements d'autre part, qui n'était pas dans la culture ni du ministère ni des ARS, est un élément qui va contribuer justement à suivre précisément l'affectation des moyens de la psychiatrie aux réformes et à l'évolution de l'offre. Et puis enfin, ce modèle de financement contient des compartiments incitatifs, incitation à la qualité,
incitation à l'innovation, incitation à la transformation, incitation à la recherche. Donc, c'est un modèle de financement qui est beaucoup plus dynamique et incitatif. Merci, professeur. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il nous reste 5 minutes pour ce débat passionnant. Nous accueillons Bernard Granger, désolé, je sais si vous êtes docteur ou pas, médecin ou pas, pour une dernière question, et puis je donnerai une petite minute à chacun des intervenants ensuite pour dire un petit mot de la fin. Monsieur Granger, si vous pouvez faire… Bernard Granger est professeur de psychiatrie et il vient de laisser sa place de président du Conseil national professionnel de la psychiatrie après un mandat marqué par le Covid et donc des prolongations dont tout le monde s'est félicité. Enchanté, professeur. Je vous laisse la parole pour une question. Oui, mais merci beaucoup. J'ai été très sensible à ce qu'a dit Monsieur Laforcade en dernier lieu, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions et se noyer dans des micro-détails et des micro-incitations. Je crois que les grandes données, c'est que l'enveloppe globale doit être suffisante, ce qui n'est pas le cas. Elle est rognée. D'ailleurs, je ne sais pas bien si le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année prochaine sera suffisamment généreux pour la psychiatrie, parce que pour l'instant, on répartit la pénurie, et peut-être plus que dans les autres disciplines. Il y a un autre point qui me paraît important, vous l'avez souligné avec force, et je suis heureux de vous l'entendre dire, c'est la sanctuarisation de la dotation annuelle de financement. Et ça, c'est une revendication de l'ensemble de la discipline depuis des années, et je dirais presque des dizaines d'années, parce que cette DAF est utilisée à d'autres fins dans beaucoup d'établissements et parfois dans des proportions majeures. Lorsque Madame Buzyn, nouvellement ministre, avait réuni les représentants de la psychiatrie, tous avaient réclamé cette sanctuarisation. Elle s'était tournée vers son directeur de cabinet, qui dirige d'ailleurs actuellement le CHU de Bordeaux, en lui disant « mais il suffit d'une directive ». Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, la directive, on l'attend toujours. Et le pillage de la DAF, parce qu'il n'y a pas d'autre terme dans certains établissements, continue allègrement. Et ça, si vous voulez, c'est une mesure d'équité, de justice, de respect des enveloppes. Alors, je sais que les hôpitaux sont en grande difficulté, certains ont des déficits considérables, mais ce n'est pas une raison pour nous empêcher d'avoir les moyens de faire notre travail. La réforme du financement, personnellement, je suis assez dubitatif parce que c'est nébuleux, la qualité, c'est quelque chose qui se mesure difficilement, il faut se méfier des indicateurs. Je crois que c'est surtout une réflexion sur, comme vous l'avez dit d'ailleurs, Monsieur Laforcade, sur les moyens globaux qui sont donnés. Alors, c'est vrai qu'il y a des questions de mauvaise répartition actuellement. Je crois que le point le plus clair, c'est cela, c'est l'injustice qu'il y a dans la répartition actuelle de la DAF, qui est sur des motifs historiques, et que l'approche populationnelle, ça doit être soutenu. Pour le reste, il vaut mieux s'engager prudemment. Quant à la T2A, c'est une horreur en MCO. C'est pas quand le MCO veut l'abandonner que la psychiatrie va l'adopter. Tout ça, pour moi, c'est une stupidité. Mais alors, dernier point, oui. Qui paraît d'ailleurs, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est que on a avec la réflexion sur les autorisations, on a de plus en plus l'impression que l'autonomie dont ont besoin les professionnels, qui savent peut-être mieux que les autres ce que c'est que la psychiatrie, les psychiatres, l'autonomie est de plus en plus rognée, et qu'au contraire, il faut insister beaucoup sur notre autonomie, parce que la créativité, elle ne se décrète pas d'en haut. La créativité, elle vient du terrain, mais si on a la liberté de le faire, l'autonomie de le faire, quitte d'ailleurs à répartir les moyens, à orienter les moyens, mais il faut laisser une grande part à la spontanéité du terrain. Je pourrais donner des exemples. Il y a des initiatives dans le cadre actuel qui ont été prises sans des autorisations pointillistes. Donc, enveloppe globale suffisante, sanctuarisation des crédits et autonomie. C'était les 3 points sur lesquels je voulais
intervenus. Merci, professeur. Merci, professeur. Alors, je vais avoir le rôle pas toujours agréable de parfois couper les débats. Je vous prie de m'excuser, je sais que vous êtes extrêmement motivé et passionnant sur tous ces sujets. On a pris une petite minute de retard déjà. Je vais demander à nos deux intervenants de dire un petit mot de la fin pour ce qui concerne. Bien évidemment, vous pourrez continuer. Remerciements à Madame Certain de la CPS Val de Seine sur les contributions sur la population fragile. Voilà. On continue alors. Peut-être Monsieur Lafourcade, puis Monsieur professeur Bellivier, un petit mot de la fin rapide, s'il vous plaît, pour que nous puissions passer à la table ronde suivante. Monsieur Lafourcade, votre micro. Allez, mais écoutez, je veux bien démarrer vraiment en une phrase. Je suis assez bluffé quand même par le premier bilan qui a été fait ce matin. On était parti il y a 3 ans avec quelques inquiétudes. Je vois que quasiment tous les départements sont au rendez-vous. Quand j'ai quitté la Nouvelle-Aquitaine au mois d'août dernier, tous les départements étaient au rendez-vous. J'ai envie de dire chapeau, bravo. Et puis j'ai envie de dire maintenant, on y va pour cette étape passionnante de la mise en œuvre, passionnante et tellement riche de densité humaine que je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas une aussi forte mobilisation. Merci, Monsieur Lafourcade. Professeur Bellivier. Bon, un mot rapide pour m'associer à ce que vient de dire Monsieur Lafourcade. C'est vrai que ce qui se présente à nous est à la fois intimidant mais passionnant. Et puis juste un mot pour dire que finalement, avec ces premiers échanges, je pense qu'on est rentré dans le vif du sujet en abordant les principaux enjeux et qui préfigure donc une journée extrêmement riche d'échanges. Donc je pense qu'on est bien rentré dans le sujet et je vais être attentif à la suite.